I think we can start. We are going to... I give you the word to my colleague Sophie. Donc bonjour à tous et Sophie, à toi la parole. Bien, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense. Donc bienvenue à notre table ronde sur les Jeux paralympiques, un catalyseur du sport pour tous et toutes en France et en Europe. Donc je suis Sophie Goujonz, je suis chef de projet Europe à France Éducation Internationale et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Donc on m'a demandé de vous rappeler qu'il y a des casques d'interprétariat. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à les demander. Et s'ils ne fonctionnent pas, n'hésitez pas non plus à nous le dire. So please do not forget if your translation devices are not working, please feel free to tell us so we can fix that. Donc, comme vous le savez, nous approchons la date du début des Jeux paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre prochain. C'est la première fois que la France a le plaisir et l'honneur d'accueillir les Jeux paralympiques. Et bien entendu, ces Jeux ne célèbrent pas seulement les incroyables exploits sportifs des athlètes de haut niveau en situation de handicap, mais ils servent également de puissants catalyseurs pour promouvoir l'inclusion et l'accessibilité du sport, dans le sport en France et en Europe, on l'espère. Donc nous sommes rejoints aujourd'hui par un panel d'experts dans le domaine du sport et du handicap. Ensemble, nous examinerons comment les grands événements sportifs, et en particulier les Jeux paralympiques, ont influencé les politiques publiques, inspiré des innovations et favorisé une culture de l'inclusion dans le sport. Nous discuterons des défis et des opportunités qui nous attendent alors que nous nous efforçons de créer un environnement sportif plus accessible pour tous et toutes. Donc, nous pouvons souhaiter la bienvenue à nos différents intervenants. Donc, Jérôme Rousseau, qui est directeur général de l'association Novosport, une organisation qui est basée à Nanterre. Jorge De Carvalho, qui est coordinateur sport de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la communauté des pays lusophones. Thomas Urban, qui est référent paralympique au comité paralympique et sportif français. Et Célia Garroté, qui est directrice de la fédération sportive espagnole pour les personnes en situation de handicap mental en Espagne. Donc bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc je vais essayer de m'adresser à nos intervenants français en français et aux intervenants non francophones en anglais. So let's start with you, Jorge, if you would like to. So you're currently the sports coordinator for the Conference of Ministers for Youth and Sport of the Community of Portuguese-Speaking Country. You have worked as an expert of sport and inclusion in many national and international organizations, and it's a pleasure to have you with us today. To begin our discussion with a global perspective on sporting events and their impact on inclusion in and through sport, could you please tell us about the development of parasport and how this has helped to increase the participation and visibility of athletes with disability? So please, the floor is yours. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to begin to thank FEI, France Education International, for the invitation, as well all the partners of the project, and APCAS also, because APCAS, I work closely with APCAS. And as Sophie said, it's very important to understand how the world of organization moves since the beginnings after the revolutions of the industrial revolutions, but it's important also to understand all the trends, the major sporting event like Olympics and the Paralympics, and to understand what it can wait for the future in the matters of the inclusions. Because as you know, since the humankind exists also people with disability. But since that time, you have discriminations, and all the world move in direction to the inclusions. But it is important to understand, in the next slide, to understand how the organizations, governmental organizations, and non-governmental organizations. In the non-governmental organizations, you have profit and non-profit organizations deal with sport. In this picture, we have 4 columns. In the first,
you have the organization, international organizations for sport for disabled, for disability. The first one, it is CIS. It was founded here in Paris in 1924. You have the Deaf Limbs, and after you have the Stoke-Mandeville, is born in England. The Stoke-Mandeville deal with the spinal cord injury, and the ISOT with amputees and lesot, Special Olympics. In 1968, CPIR with cerebral palsy, and IPSA for blind and low visions, and Ines Feeds, now Virtus. My colleague Celia will speak about this, and the transplant games. So many people don't know about the transplant, but you have, in the second column, you have the four main organizations is equivalent like the Olympics, is the Paralympics. You have a Deaf Limbs, the Paralympics, run in the same year and same place with the Olympics, and you have Special Olympics and the transplant games. In the two last columns, you have the international federations. You have a specific federation for sport for disability, like wheelchair basketball. It was the first one. And we have Bosch speaking with Jerome, and you have others federations. But with the agreement between IPC and IOC, you have the transfer of governance, the transfer of the responsibility for the federation, able-bodied federation, for example, FEI, equestrian, cycling, and so on. And in this slide, it's not easy to understand, but the sport is organized by region at world level, by region, the 5 regions, like in Europe, Africa, America, Asia, and South Pacific, Oceania, and by country, according of the reality of each country. If about the organization, you have 3 main organizations in the able-bodied: Olympics, sport confederations, international sport federations. And you can see at the regional level and national level, but if we make some comparisons with the disabled organization, you have the Paralympics, is the parallel, you have International Sport Federation, is the parallel, is the similarity, and the difference is the International Organization Sport for Disability, intellectual, blind, for locomotors, and transplant. About the inclusions, you must understand the inclusion at the international level and national level. At the international level, the main challenge is the inclusions between all kinds of disability, because it's not easy. Sometimes in the Los Angeles 84, for demonstrations events, they said it's more visible amputees to run than the CP people. And some people say the intellectual disability don't have a good image. And the first challenge, these 5 or 4 main kind of disability, intellectual, blind and low vision, and deaf, locomotor, and transplant, must to have a strong organizations, one voice. And another important inclusions is the inclusions in events. The Olympic Games include, for the first time in the Los Angeles, athletics, a marathon, and canoeing, and so on. And the most important in the ration for the inclusions is the IOC-IPC agreement. They agree in 2001, 1 bid, 1 city, and 1 organizations. And Barcelona in '92, it was for the first time
the games for the inclusion. You have them in the same year, in the same country, in the same city, the same venues, the same Olympic Village for the first time, and the same organization also for the first time. But after Beijing, all the bids must to follow this agreement, and another is about the transfer of governance. And the inclusion by country, it depends of the reality of each country, because you can have inclusion between the organization for people with disability, like in France, the Comité Olympique France and Sportif Français. You have also different kinds of disability. In some countries, like in Norway, they have the image of all kinds of disability and sport confederation and the Olympics. But for example, in South Africa, they have the perspective of the macrostructure. The organization with sustainability, because if we are speaking about sport and sport organization, it's same to speak about Microsoft, it's same to speak about McDonald's, because all the world move in the direction of economic dimension, the impact of the economic dimensions, to share the resource and the sustainability. And South Africa have this vision. They merge sport in school, university sport, Olympics, Paralympics, sport federations, and the Commonwealth. In the next slide, you have the example, this country, Norway, South Africa, Netherlands, and United States of America. So many people say it's impossible in the big country to have the fusions, the merge between Olympics and Paralympics. You have this example. For this, the next slide, about the legacy, the games. All the legacy, the games, is focused in the economic dimensions, infrastructure, the venues, the brand of the cities is linked with the tourism. Is not focused in human rights. You don't focus in the inclusions. You don't focus important in all the research about the legacy of and impact of the games. There are no research about how many, the impact and the number of the participants, the impact and the number of the clubs. Is a big challenge, and this project can give input in this direction in order to understand if the games, Olympics and Paralympics, contribute for the number of the clubs for the inclusions. And next slide, please. Thanks. We will wait for your questions and last remarks. Thanks. Thank you. Thank you very much, Georgie, for introducing us to the world of high-level parasport. It was very interesting indeed. Je me tourne à présent vers Thomas Urban. Thomas, vous êtes référent paralympique pour le comité paralympique et sportif français. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec l'accueil des Jeux olympiques en ce moment et des Jeux paralympiques dans quelques semaines, j'imagine que vous êtes très, très occupé. Donc Thomas, peut-être pourriez-vous commencer par nous expliquer un peu ce qu'est le CPSF, votre histoire et les activités que vous menez? Oui, très bien. Merci à vous pour l'invitation et pour la proposition. Effectivement, nous sommes à 29 jours des premiers Jeux paralympiques en France, donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Dans 29 jours, j'en aurai moins. Le comité paralympique et sportif français, comme a expliqué Georges, c'est le comité national paralympique, la déclinaison de l'IPC, mais pour la France. Et donc, de ce fait, la première des missions du comité paralympique, c'est effectivement de choisir les athlètes qui vont participer aux Jeux paralympiques pour représenter la France dans sa diversité. Mais le comité paralympique, ce n'est pas seulement la représentation dans les 22 sports des Jeux paralympiques, c'est également une nouvelle mission qui a été accordée au comité paralympique du fait aussi de l'arrivée de ces Jeux en France,
qu'est le développement du sport pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, que ce soit sur le champ compétitif que le loisir. Et c'est pour ça que voilà, on travaille avec l'ensemble des associations nationales qui accueillent des personnes en situation de handicap pour pratiquer le sport, eh bien, de travailler avec elles à ce développement, que ce soit dans le champ du handicap moteur et sensoriel, mais également dans le champ cognitif. Merci beaucoup Thomas. Donc, comme je l'ai évoqué en introduction, la France accueille pour la première fois les Jeux paralympiques cette année. C'est un grand honneur pour notre pays. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'évolution des Jeux paralympiques, de leur impact sur les pays, les pays hôtes et sur l'évolution des politiques publiques que cet accueil entraîne? Oui, alors je vais peut-être centrer sur... On va être très, très chauvin, très français. Effectivement, donc, Rocher a déjà établi un panel très précis effectivement, de l'évolution du parasport, mais effectivement, les Jeux paralympiques ont eu cet impact, en tout cas en France, effectivement, une seule ville, un seul pays, les mêmes stades, etc., qui ont fondé finalement maintenant l'organisation des Jeux tels que nous les connaissons. Et c'est dans cette logique-là aussi que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 se sont organisés avec un même logo, une même médaille, et l'État français a choisi aussi les mêmes enveloppes financières pour les athlètes, que l'on soit olympien, paralympien ou même guide pour les déficients visuels. Voilà, tout le monde avance dans la même logique et dans le même schéma. Maintenant, ce qui a énormément changé dans la gouvernance du sport pour les personnes en situation de handicap en France, ça a été vraiment cette annonce qui a été faite lors de la convention du comité olympique à Lima en 2017, l'annonce des Jeux paralympiques et olympiques à Paris, qui ont nécessité à l'État français de faire beaucoup de changements structurels en matière de gouvernance du sport pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que depuis la fondation du comité paralympique en 92 et 2017, eh bien, seulement deux associations nationales s'occupaient du développement du sport pour les personnes en situation de handicap. L'une était spécialisée sur le moteur et le sensoriel, l'autre, sport adapté, était spécialisée et toujours spécialisée sur le cognitif. Mais depuis 2017, l'État a demandé à ce que plusieurs fédérations, les Olympiques notamment, eh bien, s'occupent du développement et de l'accueil des personnes en situation de handicap pour des raisons effectivement peut-être sportives, mais également parce que ce sont aussi des fédérations qui avaient déjà le tissu associatif engagé, des clubs qui accueillaient déjà des personnes en situation de handicap. Donc en France, ce sont le badminton, le canoë, l'équitation qui se sont positionnés pour développer et accroître le nombre de pratiquants en situation de handicap et offrir un panel sportif bien plus large. Et finalement, après chaque Olympiade, chaque Paralympiade, l'État français a décidé d'accroître ce nombre de fédérations nationales qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un schéma à 2 fédérations, on est à 28 fédérations nationales qui sont engagées dans le comité paralympique à développer le sport pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, et ce, que le sport soit aux Jeux paralympiques ou pas. Parce que l'objectif, c'est d'offrir le champ le plus large aux personnes en situation de handicap, que de trouver le sport de son choix au plus proche de son domicile et pas qu'on ait à faire 50 km, comme c'est le cas encore aujourd'hui, pour trouver son sport, etc. Donc ces Jeux paralympiques de Paris sont vraiment un véritable catalyseur pour un changement structurel du sport en France pour les personnes en situation de handicap, parce que cela a aussi eu un impact au niveau de l'éducation nationale, avec l'engouement et si les Jeux paralympiques ont lieu pendant la semaine de la rentrée scolaire, c'est aussi un vrai choix de la France pour pouvoir engager la prochaine génération dans ce dispositif-là. Et donc voilà, ces changements-là sont vraiment structurels, et ce qui nous oblige aujourd'hui
à travailler non plus en silo comme on avait l'habitude de faire pendant 60 ans, mais à s'ouvrir entre les différents acteurs. Cela nous oblige à travailler avec le ministère de la Santé qui gère les établissements spécialisés, à travailler avec l'éducation nationale, à travailler avec le mouvement sportif, mais également finalement l'ensemble des parties prenantes et des acteurs d'un territoire. Et donc moi, c'est mon rôle, d'autant plus ici, moi, sur la région Île-de-France, qui accueille ces Jeux, et sûrement pour mon collègue d'Auvergne-Rhône-Alpes qui accueillera les Jeux en 2030. Merci Thomas. Donc, comme vous l'avez évoqué, le CPSF a été fondé par deux membres fondateurs, la Fédération Handisport pour le handicap moteur et sensoriel et la Fédération du sport adapté pour le handicap mental et psychique. C'est vrai que quand on pense aux Jeux paralympiques, encore aujourd'hui, les premières images qui viennent à l'esprit sont plutôt des images d'athlètes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Les athlètes en situation de handicap mental ou psychique sont encore exclus des Jeux. Donc c'est l'occasion maintenant de traverser les Pyrénées. To welcome our next speaker, Celia Garrote, who is the director of the Spanish Sports Federation for people with intellectual impairment, which is the equivalent of the Adapted Sport Federation in France, more or less. Celia is also a world para-swimming classifier to ensure sporting equity between athletes with disability. Thank you so much, Celia, to be with us today. So, as we mentioned at the beginning, Spain hosted the Olympic and Paralympic Games in Barcelona in 1992. However, at the time, you told me that no athletes with mental disabilities were at this game. So, how has this evolved, and what is the situation today? If you can tell a word about this. Okay, thank you very much. Hi everyone, it's a pleasure to be here, and especially thank you to España Se Mueve, Fernando, Marc, for inviting Fedi and inviting me. Well, as Sophie said, I work for the Spanish Federation for People with Intellectual Disabilities, so my goal here today is when I finish talking, by the time that I finish talking, you have a better idea of how II sport, when I say II sport, I mean intellectually impaired sport, evolved along the history of the Paralympic Games. So the intellectual impairment usually is the non-visible disability. So most of the people, when they think about Paralympic sport, the first picture that comes to the mind is someone on a wheelchair or an amputee or a blind athlete with the guide, but usually it's not someone who has an intellectual disability. So my role basically at the Federation, or what I try to do, is to make them visible, to make the intellectual impairment more visible. So here you're going to be able to follow what I'm going to be saying. So let's start from the beginning. Well, as most of you know, in 1960, the first Paralympic Games took place in Rome, but it wasn't until 1996, 36 years after that, that athletes with intellectual impairment took part at the Games. In this case, it was just a demonstration program, not a real competition. Then here it comes Sydney 2000. In Sydney 2000, we had a real competition with athletics, swimming, table tennis, and men's basketball. You might also know, or if you don't, I tell you something that happened in Sydney. It was called, for a lot of people, the Sydney Scandal. Some athletes and some nations, one of them Spain, I have to say, basically took part on the games with people without disabilities. And this, I have to say that it had a devastating impact on athletes with intellectual disabilities and on the movement, on our part on the Paralympic movement. What happened after Sydney? So athletes with intellectual disabilities, they were excluded from the games, and at the same time, not just in basketball, in all the sports. At the same time, IPC, the International Paralympic Committee, said, okay, we might be doing something wrong if the system is not working, obviously, if we let people taking part on the games and on these conditions. So they started working on a classification system. And if you know a bit about the Paralympic movement,
classification is the basis of the Paralympic movement. And at the same time, I have to mention, George mentioned it before as well, Virtus, which is our international federation for athletes with intellectual impairment, started organizing the Global Games. The Global Games, we can say, is the Paralympic Games just for athletes with intellectual impairment. They also take place every 4 years, and they always take place the year before the Paralympic Games. So the next ones will be in 2027, in this case in Egypt. And then what happened from 2000 until 2012, athletes with intellectual disabilities were out of the program. But in 2012, the Paralympic Games in London, they came back. After 10 years of, I have to say, really hard work of researchers on the field of sports science and psychology, they came up with a classification system. So athletes with intellectual impairment were back included into the program, in this case with swimming, athletics, and table tennis. In 2012, I think it was 7 medal events, 3 for athletics, 3 for swimming, and 1 for table tennis. What happened after that? We had Rio 2016, then Tokyo 2020, and this year, Paris 2024. We still have athletes with intellectual impairment competing at the Games. In this case now is with 10 medal events. Just to give you a bit of the perspective on how it evolved, if we can go to the next slide. Yeah, now I would like to show you a bit of the case that we have in Spain, which at the end is the one that I know the best. There you can see the different federations that are under umbrella of our National Paralympic Committee. On the top at the left, you can see the Federation for Blind People. Under that, the one for people with physical disabilities. Then on the right, up on the right, the one for people with cerebral palsy. In Spain, these federations are separated. And then under them, you have our federation, the one for people with intellectual disabilities. I showed you the sport licenses to give you an idea of the amount of number of athletes that we have in the country. So if you can see, there's I have to say, a huge difference between the licenses that we have of athletes, of II athletes, among the other ones. This is basically because we have more people in our country with intellectual disabilities than other disabilities. And this keeps growing. So basically these numbers corresponding to the population that we have in Spain. Let me tell you a bit now about what happened in Tokyo 2021. In Tokyo, 162 countries took part at the Games. There were 22 Paralympic sports, and in our case, the Spanish team took part on 15 sports. The team Spain was there with 142 athletes, and from those 142, just 3 of them had intellectual impairment. Apart from that, in total at the Paralympic Games, there were 540 medal events, and just 10 of them for people with intellectual impairment. Well, I basically wanted to show you this data to give you an overview of what's going on with athletes with intellectual disabilities, because as I said, usually it's hard to make us visible. And as you can see, in Spain, we are the federation that have more athletes, a biggest number of athletes, but that if you see the Paralympic Games, it's not the same. Well, with the International Federation and the national federations, we've been working on be heard and to be seen as well, because hopefully one day we will take part at the Games with more sports, more classes, more medal events, and hopefully with more athletes.
And basically that's it, what I wanted to say. I hope you now have a better idea of how AI sport works, which hopefully you knew before hearing me talking, but I hope you do now. And now I hope you can help us as well to make visible the invisible. That's what I'm here for. Thank you. Thank you very much, Celia. It's very interesting to hear your views and all these facts and data about how athletes with intellectual disabilities are taken into account, but not enough, obviously. Donc nous pouvons constater grâce à Celia, Thomas et Georgie que beaucoup de choses ont changé au cours des 50 dernières années, un peu en mieux, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit parfait. Et donc nous pouvons à présent nous pencher sur l'échelon plus local en accueillant Jérôme Rousseau, qui est directeur général de l'association Novosport, qui est basée à Nanterre. Jérôme, merci d'être avec nous aujourd'hui également. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations sur votre association Novosport ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Jérôme. Un grand merci pour cette invitation. On est très heureux. Avant de vous expliquer en fait ce qu'on fait, comment on joue, qu'est-ce que l'inclusion dans le sport, qu'est-ce que la pratique partagée, en fait, je voudrais faire un peu de sociologie. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le sport, c'est quoi ? Ce sont des règles, ce sont des normes qui sont partagées ou non. Et effectivement, comme on peut le voir, donc, soit sur le sport adapté, soit en tout cas au niveau des Jeux paralympiques, ce sont des règles qui sont spécifiques pour des individus. Et finalement, si on ne rentre pas dans cette culture commune, on ne va pas pouvoir pratiquer. Et c'est tout l'enjeu en fait de la pratique partagée, c'est-à-dire de se dire qu'on va inventer des règles, on va permettre à chacun et chacune de pouvoir exister dans l'activité, dans des espaces spécifiques. C'est ce que vous allez voir en fait tout simplement cet après-midi. Vous allez pouvoir tester, je pense au volley inclusif, je pense au baskin. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on invente des activités sportives qui vont être partagées. Et vous dire aussi qu'on entend, alors je ne connais pas le terme en anglais, mais en français on parle de validisme. C'est souvent cette norme qui n'est pas toujours partagée, mais comme par exemple on a plusieurs personnes qui sont debout, eh ben, on va obliger certaines personnes qui ont tel ou tel handicap à se plier à cette norme. Et ça, c'est une vraie contrainte, parce que finalement, si on se plie à cette norme, bah, les personnes n'existent pas. Donc c'est la raison pour laquelle on a inventé ces activités. Donc que vous dire, aujourd'hui, on a une 50aine d'adhérents qui sont affiliés à l'UFOLEP, qui est une fédération notamment d'éducation populaire, et on est soutenu donc, par le CPSF, notamment en Ile-de-France, par des dispositifs, je pense notamment au club inclusif, ou aussi à la mairie de Paris, où on a des subventions. Et ce terme-là, il est vraiment important, parce qu'on parlait tout à l'heure justement en première période d'éducation, et en fait le sport, c'est de l'éducation. Donc, c'est-à-dire que si vous avez tel ou tel élève, vous devez de le prendre en charge. Et en fait, je pense qu'on se doit toutes et tous de prendre le temps de respecter les besoins de chacun et ensuite de trouver des solutions pour que chacun puisse exister à sa manière et vivre en société. Parce que là, par exemple, si on vous enlève vos chaises et vous restez debout, peut-être que ce sera compliqué au bout d'1 heure ou 1h30. Là, c'est un peu ce qu'on fait aussi dans le sport, mais avec d'autres difficultés, comme vous pourrez le voir cet après-midi. Merci Jérôme. Effectivement, cet après-midi, nous pourrons tester du baskin, qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais une pratique sportive parfaitement inclusive et très intéressante, très sportive et très amusante, que j'ai moi-même testée et beaucoup appréciée. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment votre association a bénéficié, si elle en a bénéficié, de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques en France ? Nous, c'est vrai que déjà, on a pu avoir des subventions, donc ça a permis de créer, notamment en Ile-de-France, le premier club de baskin. Donc le baskin, qui est une activité de basketball inclusif où il y a plusieurs rôles sur un même terrain. Vous pourrez le voir cet après-midi. C'est aussi des invitations, comme là pendant l'été, sur des playgrounds. Donc c'est beaucoup d'invitations. C'est aussi montrer ce qu'on fait. Donc pour nous, c'est un réel enjeu. Thomas, tout à l'heure, parlait d'établissements spécialisés. Un exemple très concret, c'est que chaque vendredi matin, nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Manutan, et donc qui a ouvert en fait ses portes pour permettre à ces établissements spécialisés d'avoir de la pratique régulière. Donc ça, c'est un vrai exemple concret où quand on met les moyens et que les gens sont formés, finalement, on met en mouvement les gens.
Donc on voit deux choses, hein. On voit effectivement de la pratique régulière, on voit de la sensibilisation, mais on voit aussi énormément de formation. Parce que je pense que Thomas en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu toute une formation qui a été faite et qui reste à faire pour que tout le monde puisse justement avoir cette culture commune. Eh ben, merci Jérôme. La transition est effectivement toute trouvée pour redonner la parole à Thomas. Thomas, pendant la préparation de cet échange, vous nous avez expliqué tous les programmes, tous les dispositifs, toutes les actions que le CPSF a mis en place à l'occasion de l'accueil des Jeux paralympiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, oui, alors déjà, peut-être le dispositif qui est le plus proche de votre programme ID4 Sport, c'est un dispositif qui s'appelle Club Inclusif. C'est un dispositif que j'ai eu l'opportunité de présenter au président de l'IPC et qui a fait écho dans d'autres pays, au Sénégal et aussi en Australie pour les Jeux de Brisbane. Donc c'est un véritable enjeu de société pour nous, dans le sens où on s'est rendu compte que, comme je vous l'ai expliqué, pendant 70 ans, bien, les personnes en situation de handicap n'avaient de choix de pratiquer qu'au sein de 2 fédérations. Et donc, les clubs qui étaient ouverts pour les personnes en situation de handicap, et cela en fonction de la typologie de handicap aussi, eh bien, étaient assez limités finalement pour les personnes. Et donc, on s'est rendu compte que les personnes en situation de handicap devaient faire en France plus de 50 km pour trouver un club dans le sport de leur choix. Et donc, ce qui ne correspond pas finalement à leur rythme de vie au quotidien, entre le temps peut-être d'aller chez le kiné, chez le médecin, la vie de tous les jours, le travail, les enfants, etc. Et donc, face à ce constat et cette grande difficulté finalement de manque d'offres de pratiques sportives, il a fallu que l'on travaille en lien avec finalement ce changement de gouvernance que je vous ai présenté tout à l'heure, et bien que les clubs ordinaires, traditionnels, eh bien, ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap. L'objectif, c'était déjà de pouvoir briser les liens, les représentations sur le handicap. Parce que beaucoup de clubs français avaient cette crainte peut-être législative, cette méconnaissance du handicap, des représentations qui étaient faussées de la peur du fauteuil, la peur d'une personne atteinte de TSA. Et donc, ce manque de connaissance de l'autre eh bien, était un véritable frein qu'il fallait briser. Donc, on a décidé de créer une formation qui est très courte, hein, juste 3 jours, mais destinée tant aux dirigeants de l'association sportive qu'à l'encadrant qui va être en face-à-face pédagogique avec la personne en situation de handicap. Et de les accompagner pendant une période longue à la construction d'un projet d'accueil de personnes en situation de handicap. Ce projet, il peut être par la création d'une section dédiée, mais il peut être aussi en inclusion avec les personnes ordinaires, neurotypiques ou autres. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir équiper le dirigeant associatif pour la construction de ce projet, lui donner quelles sont les ressources humaines, matérielles, financières à sa disposition. Il y avait une question tout à l'heure sur les financements du matériel, etc. Mais tout cela, ce sont des choses que peut-être effectivement un club sportif ne connaît pas et donc il va falloir l'équiper. Et puis à côté de cela, on va équiper les éducateurs sur le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap mental et psychique, afin que, eh bien, on puisse accueillir ces personnes simplement et sans se poser vraiment de grandes questions. Et donc après, ça va nous permettre de travailler le maillage territorial de sorte à ce que eh bien, les personnes puissent trouver un club de basket fauteuil, un club de baskin, un club d'athlétisme adapté, etc., assez proche de soi. Et ensuite, on fait le lien avec un autre dispositif vers les établissements spécialisés. Beaucoup de ces établissements sont en lien avec l'éducation nationale, d'autres sont plutôt pour des personnes adultes. Et on s'est rendu compte aussi que dans ces établissements, il y a souvent un éducateur sportif, mais il n'a pas
le savoir sur l'ensemble des sports qui existent dans le monde. Et donc, il va, par ses appétences, proposer une ou deux disciplines aux personnes. Et bien là, parce que justement, on aura formé les clubs autour de l'établissement, et bien on va pouvoir créer ce lien, permettre aux personnes de sortir de l'établissement, d'aller rencontrer bien le club sportif, peut-être à terme de s'engager dans une pratique régulière sportive, et peut-être un jour pour certains de faire les Jeux paralympiques, quelle que soit leur déficience. Et pour ce faire aussi, il nous a fallu travailler bien la communication. C'est-à-dire que donc l'État a une plateforme qui recense l'ensemble des clubs inclusifs, des clubs para-accueillants. Et nous, Comité paralympique, on a aussi travaillé à la communication sur les personnes qui veulent pratiquer, mais elles ne savent pas quel sport leur est possible. Beaucoup nous ont dit, mais moi, le médecin m'a dit que je n'ai pas le droit d'aller dans la piscine, de faire telle ou telle activité. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de ces références ont beaucoup évolué. Et finalement, donc, on a travaillé avec des algorithmes, avec tous ces schémas-là, à ce que la personne puisse se positionner, qu'elle veuille pratiquer en loisir, en compétition, etc. Et donc de faire ce lien vers les clubs qui auront été formés, qui sont déjà formés, déjà engagés depuis de longues dates, mais finalement de créer un immense réseau de clubs parasportifs et donc de les animer dans cette démarche-là. Puis je terminerai juste par un autre petit dispositif qui, à la base, a pour objectif le très haut niveau, les Jeux paralympiques, c'est-à-dire c'est un dispositif qui s'appelle La Relève, qui a pour objectif finalement d'aller chercher les personnes qui sont hors scope des fédérations nationales, mais qui ont envie finalement de travailler et d'aller sur le champ paralympique, d'être dans la compétition de très haut niveau. Et donc on va s'adresser à eux, les recevoir en entretien, et puis si effectivement on détecte qu'ils ont un potentiel, on va leur proposer un plateau technique de détection finalement avec les différentes fédérations qui vont gérer le haut niveau. Mais on se rend compte, à côté de cela, que finalement la plupart des gens qui viennent frapper à notre porte via ce dispositif sont des personnes qui sont sans solution de club à proximité, qui n'ont finalement pas envie de faire du haut niveau, mais qui ont envie juste de pratiquer, de jouer. Et donc dans ce cas, on fait ce lien grâce à l'ensemble du réseau que l'on a établi. Ce dispositif La Relève nous a permis quand même, puisqu'il a été créé il y a 4 ans maintenant, d'avoir 10 représentants aux Jeux paralympiques de Paris cette année. Merci beaucoup Thomas, c'est vraiment super de voir tout ce que les réactions confirment que le travail du CPSF est vraiment remarquable et merci beaucoup pour tout ça. Jérôme, vous avez participé vous-même au Club Inclusif, enfin, en tout cas Novo Sport a participé au programme Club Inclusif. Est-ce que vous avez un retour d'expérience par rapport à ça? Oui, aujourd'hui par exemple, on a donc notre premier club de baskin. On a quand même une quinzaine de pratiquants. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que le sport partagé, en fait, ce n'est pas que pour les personnes en situation de handicap, mais c'est pour tout le monde. Donc, rassurez-vous, tout à l'heure, vous allez pouvoir jouer. Et en tout cas, d'un point de vue impact, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une quinzaine de pratiquants sur du baskin. On a pu faire quand même 3 week-ends de baskin. On a pu participer au championnat d'Europe de baskin qui a eu lieu à Nantes. Donc, il y a eu vraiment une vraie évolution. Et ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, les écoles, finalement, perçoivent ça comme quelque chose d'éducatif et qu'on va pouvoir ensemble pratiquer. Et je pense que c'est aussi l'une des solutions. C'est-à-dire qu'il faut que la pratique sportive aille vers l'école et que les gens soient formés à ça. C'est important, ça va permettre derrière d'avoir des jeunes gens qui seront beaucoup plus jeunes et qui vont pouvoir performer au niveau paralympique. Et peut-être pour donner envie à notre public de venir cet après-midi, je ne sais pas si vous pouvez dire quelques mots sur le baskin. Oui, bien sûr. Donc, le baskin, concrètement, donc, il y a 5 types de rôles. Il y a un rôle 5 qui va être un basketteur classique, un rôle 4 qui n'est pas un basketteur, un rôle 3 qui peut avoir soit des problèmes de dos, soit un handicap mental, soit un handicap psychique. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut interagir avec les autres. Et donc, il peut marquer soit sur le panier classique, soit sur un panier à 2,20 m. Et ensuite, on a les rôles 1 et 2 qui ont des zones spécifiques, donc des shoots adaptés. Et donc, pour que ces personnes puissent shooter, il faut rentrer dans cette zone.
c'est très très sympa. Comme j'ai dit, j'ai pu le tester et on a hâte de tester avec vous cet après-midi et de jouer tous ensemble. Donc peut-être pour conclure cette table ronde, j'aimerais redonner la parole à chacun de nos intervenants pour quelques mots de conclusion, de recommandations pour les pouvoirs publics et quelques mots aussi sur l'héritage des jeux. Georgie, maybe we can start with you. If you want to say a few words on the legacy of the games and how we can make sure that this legacy has an impact on people's life. Yes, I can share 4 main ideas about the participation because Jérôme speak about participations. The first is about the future of the Olympics and the Paralympics. As you know, the second edition of the Olympic Games, it was in Paris in 19. In that time, for the first time, athletes, Olympics athletes with disability took part. And in the since that time, 19, till today, in the Paris, you have athletes with disability competing in the Olympic Games. In 2004, you have the first organization founded in Paris, and now you have the Olympic Games. And the Olympic and Paralympic movement are discussing if in the future the Paralympic Games must to be included in the same games, or it must organize the games before or later. Is the first still in the future. But this challenge is linked with all kinds of disability. In the same disability, like the locomotor, they have the immersion, the fusion, but in the intellectual disability, they split the organization. The first, they found the Special Olympics in 1968, and later the Ines Virtus, and now you have in 2016 the Down syndrome. And the questions in the intellectual disability, the situations is more complicated. And the third challenge is about the trends. About the trends, you must to understand how the world moves, because in this moment, you have 5 polycrises at world level. The first one is about the health conditions at world level, not only for the COVID, but the inactivity is recognized by World Health Organization and the Lancet in 2012 as the new pandemic. And at world level, the situations, they have impact in the health conditions, they have impact in the economic condition. For example, in the United Kingdom, in England, the cost with the inactivity is 17.5 billion of euros, and the inactivity costs 220 till 420 by the consequence of inactivity. The second, but sport can give support to increase the number of participation, to have more citizens active. The second is about the sustainability at world level, the climate. But sport have the mobility, walking and by bicycle, and sport or to organize events with can have the ethics in the sustainability. The third question is about the poverty at world level, include in the European level. In the European level, the risk of poverty and social exclusion is 22%. And all people say Europe is the most rich region, but you have the poverty.
And some people don't have the possibility to take part in the sport. And the fourth is about the security at world level. You have a terrorism, you have war in the Ukraine, in the Middle East, you have the situation in the Mediterranean, with the Houthis and others. And the situation of the wars increased the number of the people with disability, the question of security. It is important with this polycrisis to invest in the sport diplomacy. As you know, since Greece, you have Mariana, a sport, it was for peace, and now you have the Organization for Peace and Development, and sport can have a great role in the sport diplomacy. And the second, sport give so many impact, have so many impact in the education, in the tourism, in the transport, and in the so many sectors, but sport don't receive in the same way from this sector. And it must to develop the cross-sectorial cooperation, political cooperation, sport. I saw the questions about the mayor, the cities, the municipality. Sport must work with the municipality. Sport must work with the health. Sport must work with the tourism. And there are so many sport in the prisons, sport for human, for gitan, and sport have important role in the cross-sectorial politics. And for the ends is linked with this project. It must have a good training pathway, a good project with international certifications. Why? In the last years, in 2018, during the Austrian presidency of EU, one of the papers is about the access to sport for people with disability. In this report, they say there are some progress, but this progress is very little if comparing with barriers, with the obstacles. There are so many obstacles. During the first panel, they speak about the barriers and obstacles. And second, during the presidency in 2019 of Romania presidency, one of the conclusions of the government say the same. There are so many obstacles and the access is very few. In the international level, you have so many federations, they don't integrate people with disability. Soccer, football. They have money, they have resources. The FINA with IPC don't integrate swimming. And is the situation at world level because you have more wondrous federations, they don't integrate people with disability. And the government don't have the power. Or some government have some power, like the northern countries, in the Finland, in the Norway. And they change all the law and is obligated to in the governmental body and non-governmental body for the inclusions. And Norway is a good example, and South Africa, the macrostructure is a good example. And for this project, I need a good product. And the good product is the training pathway, because in this project, you have France. France, in the linguist block, is linked with the Francophonie, with the countries speak Portuguese, speak French. You have people from speak English. You have the Commonwealth Games, and it can spread to this country. Spain also, Spain and Portugal, it belongs to the Council of
Ibero-American Games, Portugal, Spain, Central America, Caribbean, and South America. And Portugal leads the country speak Portuguese. And if, to finish, if you have a good product with this training pathway, with this international certificate, because the French Education International have experience in the international certifications, and it can have a good product and to help the access and the participations and to move more against the obstacles and barriers and to move in the direction of participation and inclusion. Thanks. Thank you, Georgie. Celia, do you want to say a few words? Yeah. Well, in FEDI, when we talk about inclusion, I like to say that we talk about giving equal opportunities. It was nice to hear you talking because we are facing the same barriers, but maybe we don't have still the same enough resources to face them, or because one of the things that happened to us is that we have athletes that have to travel like 1.5 hours to go to a sports club because on the one that is on their town, they are not accepted or they cannot train. So at the end of the day, what we try to do is to reduce the amount of athletes that have to face situations like this one, no? And as well, what you said about the training. I mean, I see it on the same way, because at the end, I want my athletes to train with the best coaches. And where are they? So they are on the conventional clubs. So I want them to train with them to have, for me, the best athletes as well. So the training coaches is a huge thing to change what we have, no? And to train them on the disability field, as they already have the knowledge about the sport. And Jorge, what you were saying about the barriers and the facilitators for people with disabilities, recently I've been reading about these scientific papers, and what I saw is that what people with disabilities appreciate more or think that is a facilitator for them is how the coaches treat them and the links and the connections that make with them. So at the end, this takes us to the same thing, no? To train the coaches and train the people that are gonna be in touch with our athletes. And this is just more a general thing. I would like to quote a phrase of my favorite TV show, which says, just be curious, not be judgmental. That's what I would say to every person that works or doesn't work with someone with disability. In our case, the same, I go always with for the intellectual ones. You might not notice that someone with an intellectual impairment has an intellectual impairment maybe after you talk for a while with them or even after a few days. So I think we just have to try to not just explore the person that we have in front of us, not just with people with disabilities in general. So, yeah, that's it. Merci Célia. Donc nous avons vu un peu la conclusion pour le niveau international et en Espagne. Thomas, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur l'héritage des Jeux à Paris, des Jeux paralympiques notamment? Ouais, alors très court du coup, mais alors sur l'héritage plutôt matériel, effectivement, on va avoir le département de la Seine-Saint-Denis qui est un département très pauvre, qui est le département le plus pauvre de France, mais qui s'est engagé à construire un gymnase 100% universel, enfin d'accessibilité 100% universelle. C'est important parce que c'est un territoire où près de 50% des personnes en situation de handicap de la région vivent dans ce territoire-là. Et donc, c'était un véritable enjeu que d'avoir aussi cet équipement qui sort de terre avec
peut-être, je crois, c'est le premier terrain de boccia officiel en France, des terrains de basket, fauteuils, mais également tous les équipements nécessaires à la fois pour le haut niveau, pour la pratique de loisirs, mais pour la pratique du quartier, de l'environnement. On est sur un territoire où juste il suffit de traverser la rue et on a la fac de sport, l'université de sport, qui donc va travailler avec cet équipement pour former les professeurs d'EPS et les professeurs de sport dans les clubs à l'accueil des personnes en situation de handicap et à travailler avec eux. Dans cette faculté de sport, il y a également un pôle recherche. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir amener une dynamique sur ce territoire-là qui était essentielle. Et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont construit peu d'équipements sportifs, mais celui-ci en est vraiment l'héritage des Jeux paralympiques et se veut comme un modèle d'accessibilité universelle. Et quand je dis universelle, c'est vraiment qu'on a vraiment pensé à des zones de repos pour les personnes autistes, à des zones adaptées pour les personnes ayant des difficultés visuelles, auditives, etc. Donc on a vraiment essayé de penser au maximum. Et puis ensuite, on a une autre partie qui est dépendante d'un hôpital qui s'appelle maintenant l'ISPC, donc c'est l'Institut du sport paraconnecté, qui va être construit ici aussi en région Île-de-France, avec cet objectif de travailler peut-être un peu plus le côté performance pour le coup, d'adapter le matériel aux athlètes, de travailler l'ergothérapie, vraiment un vrai pôle de recherche et aussi d'être un centre médical le plus performant et le plus adapté pour les personnes en situation de handicap et donc qui d'ores et déjà accueille dans une petite unité en attendant la construction du bâtiment final, mais accueille déjà une grande partie des athlètes français, mais également quelques athlètes européens dans le suivi médical. Au-delà de ça, l'héritage, il est aussi toujours de ces clubs qui ouvrent leurs portes. L'État nous a fixé une limite de 3000 clubs avant la fin des Jeux, on y est presque, mais pour nous, c'est pas 3000 clubs qui vont tout changer en France. Donc c'est un vrai projet de long terme pour qu'il y ait plus de clubs, plus de portes ouvertes pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Puis finalement, je pense que l'héritage principal de ces Jeux à Paris, c'est un travail à 360 degrés avec l'ensemble des acteurs que l'on arrive à impliquer dans la démarche. Ce n'est pas simplement les établissements spécialisés d'un côté, pas simplement le ministère de la Santé, pas simplement le ministère des Sports, mais finalement, on a réussi à se mettre tous autour de la table, à pouvoir se dire les vérités en face aussi, faire les constats collectifs et puis de pouvoir se dire bon ben maintenant, on a ces Jeux paralympiques en France, on veut que ça avance, on ne veut plus que les personnes soient éloignées de la pratique sportive parce qu'il y a des enjeux de santé publique, mais on veut qu'il y ait un véritable changement pour ces personnes, qu'on soit non plus à 1% des personnes en situation de handicap qui pratiquent une activité sportive, mais que l'on soit sur des chiffres plus traditionnels. Et cela, on a besoin de tous se serrer les coudes et de pouvoir le faire tous ensemble. Et ça, c'est le véritable enjeu que l'on a. Et cela va un peu en continuité avec votre travail ici aujourd'hui. Tout à fait. Merci Thomas pour ces héritages des Jeux paralympiques. Et nous souhaitons plein de médailles évidemment à nos athlètes paralympiques. Jérôme, je voudrais vous laisser le mot de la fin pour une petite conclusion et peut-être une invitation à nous rejoindre. Merci Sophie. Que dire, venez enlever vos costumes, enlever les chemises, mettez vos baskets en tout cas pour venir pratiquer. Nous, d'un point de vue local, en Île-de-France, Novosport, c'est vrai qu'on a un vrai héritage, notamment sur les créneaux réguliers. Ça, c'est une importance pour nous. Ça nous a vraiment permis de pouvoir pratiquer de manière régulière en Île-de-France. Et on sait que c'est une vraie bataille. Et avant de vous quitter, je voudrais simplement évoquer le fait que d'avoir une pensée pour les personnes qui sont très proches des personnes en situation de handicap.
j'en ai une qui est à côté de moi, et je pense que tous ceux qui sont là sont très proches, et dire à celles et ceux qui le sont peut-être un peu moins, peut-être de prendre le temps, ce temps-là, de venir voir comment ça se passe, de pouvoir partager un moment, parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir en fait ensemble parler un langage commun et ne pas être que sur de la communication, mais être vraiment sur des choses opérationnelles. Et je pense qu'on a un vrai besoin d'opérationnel. Et comme vous allez pouvoir le voir cet après-midi, parfois il n'y a pas besoin de financement, mais surtout une grande volonté. Donc en tout cas, merci pour l'invitation. Merci Jérôme, merci à tous et toutes. Alors on a un peu de temps pour des questions de la salle, si vous le souhaitez. Je ne sais pas où sont les micros. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'en ai une petite. J'ai découvert là en vous écoutant l'existence donc du sport adapté partagé qui va faire l'objet donc d'une démonstration, participation de ceux qui seront présents donc cet après-midi. Et dans la mesure où les Jeux paralympiques sont une vitrine aussi pour la pratique du sport, des personnes en situation de handicap, je me demandais jusqu'à quel point justement cette pratique du sport adapté partagé ne pouvait pas aussi entrer parmi les disciplines, enfin, en tous les cas les pratiques des Jeux paralympiques. Je trouve que ce serait un bon moyen aussi de montrer que la pratique du sport ne se partage pas simplement avec d'un côté les Jeux paralympiques, de l'autre les Jeux olympiques. Et ça rejoint quelque chose que vous disiez tout à l'heure, qui est que la prochaine étape, c'est peut-être l'organisation simultanée des Jeux paralympiques et olympiques. Et du coup, cette simultanéité, ne pourrait-on pas l'avoir aussi, je crois qu'elle n'existe pas, mais je me trompe peut-être, au niveau des Jeux paralympiques, c'est-à-dire avoir à la fois des valides et des personnes en situation de handicap pratiquant ensemble, pour décrocher une médaille ou pour le plaisir, peu importe, mais pratiquant ensemble donc un sport de compétition. Jérôme, Jean-Gé, oui. Dire que déjà ça existe un petit peu, je pense au basket fauteuil notamment, où les personnes se mettent en situation de handicap. Nous, c'est vrai que là où on se missionne, c'est de dire que chacun garde sa mobilité de base et on va pouvoir jouer ensemble. On sait aujourd'hui que ça se fait notamment à l'UNSS, donc d'un point de vue éducation, on est sur du sport partagé. Donc pourquoi pas, après ce sont des réflexions à avoir ensemble. On sait que le basket en Italie, il y a plus de 200 clubs, donc il y a des choses qui avancent. Après, voilà, nous, on est tout ouvert à l'Espagne, à la Macédoine. Il y a des choses qui fonctionnent, on le sait. Je pense à l'espace, le temps, le matériel. Quand on travaille, et les rôles, quand on travaille ces choses-là, on arrive à des résultats intéressants. Donc voilà, on va y arriver, mais je pense qu'il faut du temps et aussi d'un point de vue logistique, organiser le tout en même temps, je pense, est compliqué, mais je laisserai Thomas peut-être répondre. Oui, gros question peut-être un peu particulière. Je pense qu'il y a aussi... Votre question, elle a 30 ans d'avance, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être que mon avis, et voilà, je ne vais pas parler au nom du CPSF, mais je pense qu'il y a aussi cette nécessité de donner une visibilité pour l'instant aux personnes en situation de handicap et dans leur pratique, dans la pratique compétitive, etc. C'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, on est sur deux droites parallèles, ce que signifie le mot paralympique, parallèle. Peut-être qu'un jour, les deux droites seront confondues, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a aussi cette nécessité de visibilité, et il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le CIO aujourd'hui, s'il n'y a pas tous les accords que le comité international a avec le CIO, il n'y a pas de Jeux paralympiques parce que les droits médiatiques, parce que les sponsors, parce que tout cela. Et donc pour l'instant, on va s'appuyer sur le grand frère. Peut-être qu'effectivement, un jour, on pourra arriver à faire quelque chose. Après, il y a d'autres contraintes techniques dans les Jeux olympiques et paralympiques parce qu'on partage le même village olympique, on partage tout cela. Donc ça veut dire aussi d'autres constructions, etc. Donc il y a d'autres enjeux derrière économiques. Mais en tout cas, dans la pratique effectivement compétitive, partagée,
il y a des choses qui existent, évidemment. Il y a l'engagement et c'est aussi l'engagement de beaucoup de bénévoles, parce qu'en fait, le sport pour les personnes en situation de handicap ne fonctionne pas s'il n'y a pas tout le monde qui s'investit, et notamment dans le bénévolat, qui est une denrée de plus en plus rare, en tout cas chez nous en France, mais je pense que c'est à peu près la même chose dans chaque pays. In my point of view, I agree will be possible. One example, it depends of the strategy of the techniques. In the United States of America in 1960 in Alabama is the black community. They have a school only for the blacks. But in that time, some white family go to the Alabama. They don't have another school. And the answer was the school for the blacks. And to mix, they say, is the first concept of reverse integrations. This concept, it was developed in the University for Wheelchair Basketball. Pupil without disability practice wheelchair basketball. Is the concept of reverse integrations. And about the visibility, my idea is different. Because we have some sport, like the sea sport, water sport, sailing, canoeing, is so far off the public in the past, but now the competitions I saw in the Paris, the canoeing have so many publics. And the questions is the proximity, like the cycling, the Tour de France in Portugal, connect with the populations, with the public. And the marketing can sell, and the television can sell. It's possible. But we must do things in the future. We'll have the e-sport, electronic games, because it's agreed by IOC. But the sport for people with disability, we must think in the new strategy. In 2012, I make the proposal for CPIJA when they create BISFED for Bosnia. Bosnia must to be for able and not disabled. But BISFED, I think they have the low visions. They create Bosnia only for CP. And like in the curling, if Bosnia have the potential for elder people and for older people, have the condition to be the inclusive sport in the Olympic Games, and make this proposal in 2012. Thank you, Georgie. Celia, you wanted to say a word as well? Yeah, I just wanted to add something. I think that it's important that we don't forget that the Olympic Games and the Paralympic Games is the top of the iceberg, what we see. We don't see what's under that, no? And we have to say that we are not on the same level right now. I'm talking about what's on the grassroots, talking about Olympic and about Paralympic. I don't know in other countries, but in my country, we don't get the same resources for Olympic and Paralympic athletes. So it's hard at the end because the Paralympic Games is what you see, but we still have to work on what's under that to get to this competition of this high level, and maybe in, as Thomas said, in 30 years or something, trying to do it together. But don't forget about what we have under that. That is still, there's a lot to invest on this. Yeah. Yes, Yes, thank you. Is there another question? C'est moins une question qu'un témoignage, mais je pense que c'est connaissance commune pour bien des personnes dans cette salle. Mais c'est plutôt l'ancien recteur de l'Académie de Reims qui parle que le directeur général de FEI. Je voulais simplement dire que pour ce qui est de l'école, tout ce qui est parasport, tout ce qui est inclusion par le sport, tout ce qui est sport partagé également, c'est vraiment quelque chose qui à la fois suscite énormément d'engouement chez nos élèves, c'est la première chose. Beaucoup d'engagement également de la part des professeurs d'EPS,
J'ai vu des choses absolument extraordinaires se faire au niveau de l'UNSS également, et ça se fait singulièrement dans la période que nous connaissons aujourd'hui, en conjonction avec effectivement les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, qui ont donné une impulsion absolument extraordinaire depuis 3-4 ans que nous les préparons. Maintenant, je veux dire, dans le système éducatif, moi je l'ai vu de mes yeux vus, c'est quelque chose qui a véritablement changé à un moment donné l'état de la pratique sportive dans nos écoles. Je voulais juste faire ce petit témoignage qui n'ajoute pas grand-chose à ce qui a été dit, mais par contre c'est un vrai motif d'espoir parce que c'est bien l'école qui change la société. Et ce grand projet d'école inclusive, je crois qu'il a très bien fonctionné jusqu'alors. Il faut encore le pousser, on rentre dans cet acte 2 aujourd'hui. Et je crois que le sport sera véritablement un vecteur pour que cette école devienne pleinement inclusive et que plus jamais je n'entende effectivement des séparations qui aujourd'hui existent encore malheureusement beaucoup trop. Voilà. Merci beaucoup. C'est peut-être la transition toute trouvée vers la conclusion. Merci à tous et toutes d'avoir participé à cet échange aujourd'hui, qui a été très intéressant, je l'espère pour vous aussi. Evelyne, si tu veux...